Depuis que j'enseigne dans des collèges publics, je me rends clairement compte de la grande chance d'avoir étudié dans de bons établissements, ceux qui imposent un rythme de travail minimum et une certaine garantie de succès. Il est probable que si j'étais allé dans des écoles comme ceux où j'ai enseigné, même mon père, qui surveillait pourtant mes résultats, aurait été facilement bluffé. En effet, je n'aurais pas eu besoin de travailler, ni même d'avoir des bonnes notes pour passer dans les classes supérieures. Sans hésitation et avec effroi, je sais que mon parcours a été très différent, ressemblant à tous ces élèves piégés qui sortent de l'école sans un seul diplôme utile. Comme tout le monde, je savais que le milieu familial influençait fortement le niveau d'études de n'importe quel enfant. Lorsque je suis arrivé en école d'ingénieur, je ne fus guère surpris de voir autant de fils de cadres comme moi. Ce constat de privilège ne me choquait pas plus que cela, puisque les élèves issus des milieux défavorisés qu'il m'arrivait de rencontrer avaient dû se battre plus que moi encore, à cause de longs trajets quotidiens pour regagner la banlieue, ou du manque de modèles scolaires. Rares sont les exceptions qui confirment cette règle. Je me disais qu'au moins, avec l'évolution de la société, comme les cours particuliers gratuits à l'école ou les points bonus pour les candidats venant de zones difficiles, ces différences devraient peu à peu s'estomper. Or, les chiffres sont de plus en plus inégaux, et l'écart entre les classes sociales, bien au contraire, se creuse. Au début, je croyais à peine en ces conclusions, qui me paraissaient complètement fantaisistes. Mais maintenant que je suis professeur, tout cela est en fait d'une logique implacable. Entre ma propre scolarité et celle où j'enseigne, je n'ai pu que constater le fossé qui sépare les établissements français. Je ne parle pas du niveau des élèves, mais bien du grand écart des traitements appliqués dans les différents collèges. Comme un enfant sans diplôme n'a qu'une infime chance de trouver du travail, l'éducation nationale va faire en sorte qu'il en reçoive au moins un. Cela ne lui servira à rien, mais il permettra au moins à l'État de couvrir son laxisme. Cela s'appelle le brevet des collèges, où les lauréats sont souvent rangés dans la catégorie des aucun diplôme. Cet examen est pourtant la consécration de 4 longues années d'études. Certificat inutile car entièrement fabriqué pour que la majorité l'obtienne. Son unique intérêt reste qu'il est une préparation aux épreuves des futurs étudiants. Cependant, son coût est exorbitant et il ressemble plus à un maquillage de luxe qui estompe les négligences de notre système éducatif. Or, malgré tous ces efforts, des élèves sortent chaque année du collège sans même l'obtenir. Ils peuvent constituer jusqu'à près de la moitié des collégiens dans certains établissements. Comment peut-on échouer à cette pseudo-épreuve où il suffit juste de tendre la main? Une seule réponse s'impose. Ces enfants ont perdu toute volonté de réussir et ne cherchent même plus à faire semblant. Ils représentent 13% des jeunes de 15 à 20 ans au niveau national et peuvent culminer à 28% dans des départements comme la Seine-Saint-Denis. En France, l'école a beau être ouverte à tous, elle n'est pas égalitaire. Suivant le collège où vous tombez, les chances de réussite ne sont absolument pas les mêmes. En effet, soit on vous oblige par tous les moyens à travailler et on vous aide ainsi à réussir, soit on vous laisse faire ce que vous voulez et tant pis si vous n'êtes qu'un enfant irresponsable. Vous pensez que j'exagère? Vous espérez avoir devant vous encore un de ces professeurs exceptionnellement sévères et perfectionnistes? Je vous prie de croire que cette hypothèse me conviendrait parfaitement et me permettrait enfin de dormir l'esprit tranquille. Malheureusement, on bloque inévitablement sur cette absurdité. Comment un enfant de 13 ans peut travailler de lui-même alors que tout son environnement le pousse dans la paresse? Cette question saute aux yeux dès l'entrée dans ce type de collège. À ma première année de prof, j'ai été affecté dans un collège apparemment sans histoire. Pourtant, les conditions que je ne peux même pas qualifier de travail, mais seulement de garderie, étaient abominables. Tous les jeudis, la moitié des collégiens ne venaient pas en cours, leur permettant de passer ainsi un deuxième week-end avec le mercredi. Une fois la classe de 6e terminée, il ne faut pas longtemps pour comprendre que les absences en trop grand nombre ne sont pas du tout suivies, ni même comptabilisées. Durant toute l'année, aucun élève n'avait mystérieusement d'absence inscrite dans ses bulletins. Les parents ne pouvaient pas savoir si leurs enfants allaient bien à l'école ou s'ils y restaient. Officiellement, un problème informatique empêchait cette transmission de données. En vérité, l'absentéisme était tellement important que le principal craignait de remonter cette information au rectorat, car il sait que lorsqu'une nouvelle ne plaît pas, on tue le messager. Ainsi, on s'aperçoit rapidement que les chiffres sont trafiqués et que ce cas n'est pas isolé. Les taux de réussite des examens sont clairement nivelés vers le haut, entre les académies, ou harmonisés, pour atteindre le pourcentage attendu, illustrant alors l'efficacité des choix politiques, mais pas celle des élèves. Tout le monde a pu ainsi remarquer que les grèves des enseignants ou des élèves
aussi longue soit-elle, n'engendre aucune baisse de lauréats au brevet, au bac et même en université. Défiant toute logique, on obtient exactement le contraire. Pour éviter des accusations supplémentaires, l'Éducation nationale efface tout soupçon de relâchement des élèves en accordant toujours un peu plus de certificats que l'année précédente. Ainsi, les parents se calment, les élèves sont contents et tout le monde part en vacances en toute quiétude. Comme si le fait de ne pas avoir de cours rendait les enfants plus efficaces. Un comble évidemment. On comprend bien que baisser le nombre de lauréats de façon drastique serait difficile pour notre société. On se retrouverait alors avec des classes de terminale remplies de redoublants et des amphithéâtres vides. Il faudrait cependant que l'on dise une fois la vérité. Les examens ne sont pas des tests de passage assurant un niveau minimum, mais simplement des concours où sont sélectionnés tel ou tel pourcentage d'élèves. La légende de l'école obligatoire. Lorsque les élèves peuvent venir quand ils le souhaitent, il est logiquement difficile de leur faire comprendre quoi que ce soit. Et le moindre apprentissage ne s'obtient qu'au terme d'une grosse perte d'énergie. En effet, les collégiens les plus assidus ont l'impression de faire des efforts, donc de travailler en étant simplement assis sur une chaise. On me soupçonne souvent d'une certaine incompétence à rendre mon cours intéressant, comme si un professeur était avant tout un acteur passionnant en représentation. D'ailleurs, c'est l'argument tout trouvé qui revient le plus souvent lorsqu'un collègue n'est pas respecté par sa classe. Comme il n'y a pas de solution immédiate, on se limite à cette réflexion affligeante, qui démontre le manque de solidarité dans les moments délicats. Celui-là, il n'a pas mon charisme. Depuis quand un enseignant un peu timide ou monotone mérite-t-il qu'un adolescent lui manque de respect? En quoi cela aide-t-il l'élève? C'est ce qu'on appelle le syndrome de Candide, chercher une raison au malheur d'autrui alors qu'il est simplement dû au fruit du hasard. Ainsi on comprend que lorsque leur tour arrive, certains professeurs préfèrent se taire. Aux yeux de sa hiérarchie, un bon enseignant est celui dont on n'entend jamais parler, qui ne vient jamais rien demander, dont aucun élève ne se plaint. Ce que fait le professeur concrètement pour ses élèves n'est pas pris en compte. Au contraire, cela se retourne le plus souvent contre lui. Il suffit d'imaginer un enseignant qui donnerait que de bonnes notes à toute la classe en laissant les enfants jouer. On n'aurait alors aucun problème à gérer et tout le monde serait content. Il reste un souci, me diriez-vous. Que peut-on faire d'élèves qui n'apprennent rien? Chaque collégien est soigneusement testé, examiné, puis rien. Tous les problèmes n'existent que si on en parle. Dans les collèges où les enfants en difficulté sont trop nombreux, le redoublement en tant que sanction a disparu. Chaque élève obtient son passage de façon automatique. Les professeurs osent à peine proposer le redoublement, puisque ce sont les parents qui décident. Et dans le cas où les parents reconnaissent volontiers les difficultés de leur enfant, la décision ultime reste de toute façon très lourde à assumer. On peut s'interroger sur une école qui décharge son autorité sur les parents et qui ne prend plus ses responsabilités. Alors à quoi servirait-elle? Quand on a toujours travaillé à l'école, angoissé à l'idée d'avoir des mauvaises notes, qui pourraient signifier sa perte, autrement dit recommencer une année entière, on tombe littéralement des nues en arrivant dans un collège où tous les enfants ont le droit de passer en fin d'année. Quelle surprise! Comment ce concept qui terrifie des millions d'élèves a ici, miraculeusement, disparu. Alors, par quoi ces élèves sont-ils motivés? Réponse: ils ne le sont pas. S'ils sont trop nombreux, ils ne redoublent plus. Les professeurs eux-mêmes finissent par trouver cette aberration normale, tant les difficultés sont ingérables. Les élèves en situation d'échec ne refont pas une meilleure deuxième année. On constate même l'inverse. L'élève rejette encore plus ce système injuste qui a fait passer tous ses camarades, sauf lui. Il a rarement ouvert son livre la première fois. Ce n'est pas pour le lire l'année suivante, car il sent plus qu'il ne triplera pas. Son passage sera assuré quoi qu'il arrive. Le garder jusqu'à 16 ans en classe de 6e serait une honte pour l'établissement qui l'accueille et qui est censé le rendre plus performant. Ainsi, on se retrouve systématiquement avec des élèves de 3e qui sont incapables d'obtenir un certificat d'études pourtant aussi élémentaire que le brevet des collèges, et qui pour certains ne savent franchement ni lire, ni écrire, ni compter. Sur les 800 000 jeunes de 17 ans qui ont été recensés à la journée d'appel de préparation à la défense, en 2019, plus de 5% sont en situation d'illettrisme, et près de 12% ont été qualifiés de médiocres selon les critères définis par l'Union européenne. On a supprimé le redoublement en sanction, sans rien proposer en échange. Obtenir un examen gratuit ne garantit pas d'échapper au chômage. Il permet en revanche de gagner du temps. Une illusion à un prix démesuré
condamnant de façon définitive le sort de centaines de milliers d'enfants. Nous sommes bien loin de la mission d'une école républicaine. On comprend mieux le laxisme autour des absences, par exemple, et la discipline en général. Seul le paraître compte. Les chiffres montrent peu d'absences. Les élèves doivent être assidus et bien surveillés. Il serait compliqué pour un parent d'apercevoir la vérité à travers tous ces mensonges. Pour se rendre compte de la gravité, il faudrait venir dans le collège et s'intéresser de près à la scolarité de son enfant, sans faire confiance aux pourcentages officiels. Bref, carrément travailler dans l'établissement. Il n'est donc pas rare de croiser un professeur en fin de journée qui se dépêche car il doit récupérer ses enfants à l'autre bout de la ville dans un collège privé. Et pour les collègues courageux qui emmènent leur progéniture avec eux malgré le risque élevé d'échec scolaire, vous pouvez être sûr qu'ils les mettront à l'abri en les plaçant dans des classes les moins fantaisistes, comme latin ou bilingue. Personne ne pourrait réagir autrement, tant l'inscription dans ce genre d'école est une opération extrêmement périlleuse. Même quand l'absentéisme est comptabilisé, il suffit qu'un élève ait un simple mot d'excuse pour que le séchage se transforme en une absence justifiée. Ce bout de papier peut être signé par n'importe qui. Ainsi, seuls les collégiens qui n'ont même pas fait l'effort de chercher une excuse sont repérés. Et l'expression « chercher une excuse » est plutôt excessive. L'imagination se réduit le plus souvent à une forme de colibé supplémentaire apporté jusqu'au bureau du professeur et validé par l'administration. Chaque jour, la lecture des mots d'excuses rappelle plus un hôpital du troisième âge plutôt qu'un collège d'adolescents. Au palmarès des motifs d'absence, on retrouve régulièrement le mal au ventre, le mal de tête ou encore le célébrissime mal au genou. La palme revient à un extraordinaire fatigué du week-end qui laisse rêveur. À cause d'une politique plus qu'indulgente envers les risquilleurs, ces enfants ne peuvent comprendre la nécessité de prouver qu'ils sont dignes de confiance. Sans exagérer, on leur apprend tout le contraire. Comment falsifier des signatures, perdre et remplacer un carnet de correspondance trop chargé, donner le numéro de téléphone d'un copain plutôt que celui des parents. On marche sur la tête et que l'on arrête de dire que l'école est obligatoire. Cela dépend uniquement de la volonté des parents. Ils peuvent parfaitement décider de garder leur enfant chez eux sans avoir à se justifier, donnant simplement le mot d'excuse suivant, retenu à la maison ou raison personnelle, qui mériterait pourtant une enquête pour maltraitance. Dans d'autres cas, leur seul défaut se limite à faire confiance à la responsabilité du collège. Ces naïfs paieront cher leur manque de vigilance. Il sera alors très compliqué de remettre sur le droit chemin l'adolescent en décrochage depuis si longtemps. Dès le début du collège, où l'élève comprend que l'école n'est pas obligatoire, on peut faire une croix sur les exigences requises de la part d'un futur diplômé. En effet, celui qui vient en classe, à l'heure ou non, a déjà la conviction de réaliser des efforts importants par rapport aux chaises vides qu'il côtoie. Comment peut-on, sans passer pour un extrémiste, lui reprocher de ne pas connaître sa leçon? En tant que professeur, on doit passer l'éponge sur l'exercice non résolu ou l'absence de matériel. L'épaisseur des cartables donne d'ailleurs un critère facile à repérer sur la qualité des établissements. D'un côté, des sacs à dos surchargés, courbant dangereusement la colonne vertébrale. De l'autre, des sachets plastiques ou des sacs à main tellement plus pratiques et légers. En se limitant aux fautes les plus graves, un professeur perd un bon quart d'heure à relever les absences, à vérifier les punitions, à écrire aux parents ou à rédiger des rapports de comportement. Tout ce travail demande une grande motivation et son utilité reste particulièrement floue, puisque le collégien a le choix de venir en classe. Se déplacera-t-il en retenue le mercredi après-midi? L'absentéisme caractérise le malaise de l'école, mais le cœur du problème reste le passage des élèves sur simple décision parentale. Les collégiens traînent des lacunes toujours plus importantes. Les avertissements à chaque conseil de classe n'ont aucun effet puisqu'ils n'amènent aucune conséquence sur la vie scolaire de l'enfant. Au mieux, les parents sont convoqués, mais la plupart ne viennent pas. Souvent injoignables, ils ne suivent plus l'éducation de leur enfant, tant les difficultés se sont accumulées, et s'en remettent aveuglément à la responsabilité du collège qui ne les prendra pas. L'élève, lui, a renoncé depuis un moment à toute forme d'effort et a cessé d'écouter les adultes qui ont perdu toute crédibilité. Appelés actuellement en mise en garde, ces observations ne servent qu'à rendre une certaine utilité à la concertation trimestrielle des professeurs. Dans les collèges déclarés en zone prioritaire, les sections plus adaptées aux élèves manquant de base se complètent en un clin d'œil.
car tous les enfants désirent y rentrer puisque le programme est encore plus facile. Ainsi, faute de place, des élèves analphabètes se retrouvent d'office dans la classe supérieure. Afin d'éviter de s'isoler définitivement de ses camarades, ils n'ont pas d'autre possibilité que de jouer le rôle de perturbateur. Ils justifient de cette manière leur manque de résultats et les copains obéiront vite qu'ils n'ont pas le niveau. Certains se contentent de ne rien faire au fond de la classe, mais tôt ou tard, ils finissent tous par trouver le temps long. Saboter le cours devient alors un véritable but dans leur vie, d'autant que leur popularité ne fera que s'accroître, au fur et à mesure que le professeur perdra du temps, et les collégiens des leçons ennuyeuses. On laisse les parents décider seuls de l'avenir scolaire de leurs enfants. Les professeurs le justifient en argumentant que cela reste un problème familial. Évidemment, très peu de parents se résoudront à faire redoubler leur enfant, car il vaut mieux conserver son joker un an de plus. Le collégien pourra toujours redoubler la classe supérieure, plutôt que celle actuelle, moins gratifiante. Tant pis si le protégé devra résoudre des problèmes plus ardus, bien qu'il n'a pas pu répondre à des tests simples. Le bon sens est soumis à rude épreuve. Ainsi, en laissant la décision de passage aux familles, les professeurs espèrent se décharger de l'échec de l'élève et l'administration se garantit un minimum d'effectifs pour l'année suivante. Qui se soucie de l'avenir de l'enfant ? Il faut savoir que même des collégiens qui demandent un redoublement ne l'obtiennent pas forcément par manque de place. On doit quasiment mériter son redoublement. Quel adolescent dans ces conditions peut apprendre le goût de l'effort ? Ce constat choquant est une catastrophe pour le futur de l'élève, mais pour l'instant, il est incontestablement le plus heureux des collégiens. Bien entendu, ils ont compris que leur intérêt n'est pas de crier sur tous les toits qu'ils n'apprennent pas leurs leçons ou qu'ils sont plutôt contents de venir en classe. Pourtant, il est parfaitement classique d'interroger un élève en compagnie de ses parents qui assumera très vite le fait qu'il ne travaille pas, et beaucoup d'entre eux traînent dans l'établissement, même si les cours sont finis. La nécessité du repos bien mérité n'est qu'un lointain concept. Des centres de soutien scolaire privés ont beau se dresser un peu partout, eux ne viennent même pas en cours classiques. Les professeurs théorisent les enfants au cinéma, eux c'est l'inverse. Ils ne les respectent pas, et en plus ils peuvent leur dire. Cependant, il reste important de laisser croire à qui veut l'entendre que l'enseignant abuse de son autorité, en oubliant qu'il n'en a plus, puisque ses notes ont cessé d'être une référence. Cela augmente d'autant leur courage et justifie clairement leur manque de résultats. Bien qu'il n'y a plus de redoublement, les élèves sont fiers d'annoncer leur passage dans la classe supérieure. Cela ne pourra que rassurer la famille qui n'a pourtant pas vu l'enfant passer beaucoup de temps sur son bureau flambant neuf. C'est peut-être un génie après tout. Les enfants, eux, se rendent rapidement compte qu'il y a un souci, car ils sont très sensibles à la justice. Alors ils essayent de trouver une raison autre que celle de leur abandon par les adultes à leur sort. Ils finissent par découvrir la clé de ce mystère en étant orientés par à peu près tout le monde. Rappelons les faits. L'élève ne travaille pas, il n'est pas sanctionné. Il est même autorisé à poursuivre. Conclusion, l'élève doit être un surdoué, voire un HPI. Il reste un léger détail. Pourquoi, si le collégien est si fort, l'enseignant, qui est un véritable spécialiste, a écrit partout qu'il ne l'était pas ? Il est vrai que l'adolescent n'a pas montré beaucoup d'engagement. Mais enfin, ce professionnel ne voit-il pas le génie qui sommeille en chacun des jeunes ? Et voilà, la cause est désormais entendue. Après avoir sacrifié son autorité, le professeur perd aussi toute crédibilité. L'élève va retrouver de cette manière un peu de justice. Il faut absolument que l'enseignant soit un crétin indigne de respect, sinon l'alternative serait trop insupportable. Cette logique devient une véritable nécessité. L'élève s'acharne donc à prouver sa théorie et sauver ainsi son monde de morale. Il n'a guère le choix. Si bien que même après avoir quitté le collège, quelques adolescents gardent longtemps une haine profonde envers certains enseignants coupables d'honnêteté intellectuelle. Pourtant, ces jeunes ont pu passer au niveau supérieur sans être nullement dérangés, l'action de leur professeur se limitant à de simples avertissements, sans suite. En temps normal, on ne regrette pas le collège, surtout à 18 ans. Or, ces anciens élèves pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ces enfants deviennent ainsi véritablement nostalgiques de cette belle époque. Inverser les rôles était un gage de succès assuré. Les élèves se montrent toujours pleins d'enthousiasme lorsqu'il s'agit de critiquer une façon d'enseigner. Celui qui donne des mauvais points se retrouve à son tour malmené comme un guignol pour leur plus grand plaisir. On confond souvent le professeur avec l'éducateur. On oublie volontairement que le professeur est là pour enseigner une certaine connaissance en vue d'une sélection à l'aide de sa matière. On aimerait tous que l'école reste comme la période primaire, un endroit où on apprend des choses essentielles pour la vie comme la lecture ou le calcul.
Mais en regardant les programmes et les livres scolaires de plus près, on ne peut que douter d'une quelconque utilité quotidienne. Sans même évoquer le problème trop flagrant posé par les mathématiques, on peut simplement remarquer que nos enfants sont tenus d'apprendre des tas de règles compliquées et vite oubliées par les adultes, comme les exceptions en français ou des dates historiques. Les cours ne sont pas essentiels pour vivre, mais restent d'une haute importance, celle qui pousse un adulte à se rappeler l'orthographe d'un mot avant d'utiliser le vérificateur informatique. Pour lui, c'est un jeu. Pour l'enfant, un test tranchant dont va dépendre son futur. Il n'est pas question qu'il soit interrogé sur des sujets récurrents et fondamentaux qui intéresseraient forcément l'immense majorité des candidats. Avec des examens que seule l'école peut fournir, on espère au moins que l'adolescent soit bienvenu en classe. Si l'on proposait à la place des matières comme le dessin ou l'informatique, il n'est pas sûr que l'on obtienne une sélection efficace, puisque beaucoup d'autodidactes passionnés réussiraient alors les concours sans même travailler. Critiquer à longueur de temps les programmes scolaires pour leur manque d'application concrète n'a donc que très peu de sens. Cela revient à reprocher à un pharmacien le goût fade de ses médicaments ou leur absence de valeur nutritionnelle. On se trompe exprès de but afin d'éviter de reconnaître l'objectif inavouable, le tri sélectif des enfants. Ils ne viennent pas à l'école pour simplement apprendre, mais bien dans l'espoir de prouver leur volonté et leur dynamisme. Quand on regarde le CV d'un jeune sans expérience, on ne cherche pas à exploiter un éventuel savoir-faire, mais bien ce qu'il peut accomplir comme tâches les plus diverses et variées. Plus il montrera un panel large de matières difficiles, que peu de personnes ont osé aborder, comme le grec ancien ou le russe, plus il sera un candidat digne de confiance, à qui on pourra confier les missions les plus repoussantes et ingrates, sans qu'il s'en plaigne. Les enseignants sont donc chargés d'évaluer tous les enfants en vue de leur sélection ultime, tout en proposant aux élèves les plus fragiles une aide appropriée. La légende de l'école obligatoire entretient ainsi l'illusion d'un recrutement égalitaire. On aimerait tous pouvoir regarder un enfant en face en lui disant que toutes les opportunités lui sont ouvertes et que sa vie ne dépend que de la volonté qu'il y mettra. Fini la loi du plus fort et la sélection par l'argent. Bienvenue à l'égalité des chances pour tous. Pour une partie des enfants, tout cela est sûrement vrai, mais pas pour tous. Personnellement, je croise à longueur de journée, depuis que je suis enseignant, l'autre catégorie d'élèves dont on ne parle pas, car elle prouve que la société est loin d'avoir changé. Tous ces enfants sont littéralement laissés pour compte et ne peuvent s'en sortir que s'ils font preuve d'une extrême maturité d'esprit, ce qui fait immédiatement penser qu'ils auraient pu atteindre un niveau exceptionnel ailleurs. Chaque année, ils sont environ 130 000 à sortir de l'école sans même le brevet. Imaginons que l'on décide de placer derrière chaque élève en difficulté des professionnels hautement qualifiés. Moins l'enfant travaillera, plus il sera fermement encadré. Grâce à un budget colossal, on pourra se vanter de n'abandonner personne en répondant aux difficultés de chacun. Qu'est-ce qui change ? Tout pour les élèves, mais rien pour la société aveugle au cas particulier. Dans les concours, le taux de lauréat dépasse rarement les 25%. Donc rêver d'une chance pour tous à l'école donnera exactement le même nombre de médecins, d'avocats ou de pilotes de ligne. La grande différence restera que tout élève aura l'opportunité de s'en sortir et d'accéder à des carrières qui lui étaient jusqu'alors impossibles d'atteindre. Or la vraie question est, qui est prêt à payer pour qu'un autre enfant que le sien réussisse son rêve ? Cette dernière démonstration permet de comprendre que l'évocation de l'échec scolaire reste un sujet extrêmement délicat. Il faudrait reconnaître ce que les enfants savent déjà. Ils vivent dans un monde où c'est chacun pour soi. Évidemment, personne ne peut en être fier. Mais il n'y a pas non plus de quoi avoir honte. Il est normal et logique que la réussite dépende de plusieurs critères, y compris la chance. Ce qui est scandaleux, par contre, c'est d'abuser de leur confiance en manipulant les résultats durant leur scolarité. Certains répondront instantanément que ces fraudes ne s'appliquent qu'à certains établissements seulement, et qu'en grande majorité, on peut dormir sur ses deux oreilles. Justement, cette répartition est tout ce qu'il y a de plus choquant, car on ne parle pas ici de défauts quelconques et inhérents à tout système, mais bien d'une organisation sans scrupules qui vise à piéger les enfants les plus démunis afin de sauver les autres. Le taux d'élèves d'origine favorisée varie de 0 à plus de 90% selon les lycées. L'excuse de l'inconscience collective ne tient plus à distance, tant il s'avère difficile de tromper la vigilance, et plus précisément celle des adolescents. À l'heure de Koh-Lanta, les élèves, aujourd'hui, ne sont plus dupes. Ils apprennent vite qu'ils ne devront compter que sur eux-mêmes. La nécessité d'une sélection pour réussir est une évidence pour n'importe quel adolescent.
La planète entière est menacée. Alors par quoi sont-ils protégés? La confiance accordée aux adultes est mise à mal. Il est devenu alors courant de demander l'avis des jeunes sur tel ou tel sujet de société de la plus haute importance. Sans complexe, on attend d'eux des propositions pour le recyclage industriel ou des solutions contre le chômage. On n'hésite pas non plus, et c'est un comble, à leur parler du futur de leur propre enfant. L'ordre naturel, censé les rassurer, vole en éclats. Sous prétexte de leur donner la parole, on les implique dans des combats qu'ils n'ont pas à mener. Le débat sert plus à les rendre responsables avant l'âge qu'à une réelle éducation. On leur refuse leur rôle d'enfant en leur demandant de choisir alors qu'ils préféreraient simplement suivre les directives sans se rajouter des problèmes supplémentaires. L'administrateur de la NASA, Michael Griffin, avait rappelé aux journalistes qu'il interrogeait sur le manque d'intérêt des jeunes pour ces projets. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, sortir avec les filles et prendre du bon temps comptait davantage que la politique spatiale. Cela n'a pas changé depuis. On ne décide pas d'une politique en interrogeant les adolescents. Aujourd'hui, même les usines les plus productives sont délocalisées pour augmenter les profits. Et on veut nous faire croire qu'un jeune sur 5 ne trouve pas de travail à cause de son manque de formation et d'expérience. Face à une crise importante, il est courant de détourner les accusations vers une cible minoritaire et fédératrice. Question. En dehors de la famille, les enfants rencontrent quel individu notable? Il ne faut pas chercher bien longtemps pour trouver enfin la cause de leur malheur. Ce sont les professeurs, évidemment. Avec eux, les parents sont tranquilles. Les enseignants ont déjà une très mauvaise image auprès des jeunes. Ils ne séduisent pas et restent souvent les seules personnes qui empêchent les adolescents de s'amuser. Ils deviennent alors la cible à abattre et les coups de poignard peuvent surgir de n'importe où, y compris de leurs propres collègues qui espèrent ainsi être épargnés. Un professeur a beau se battre pour les enfants des autres, les signes de reconnaissance se font rares et les reproches, par contre, ne cessent de pleuvoir. Cela débute dès le concours en poche, car il doit comprendre qu'il n'est toujours pas compétent. En effet, il est couramment admis que la formation des enseignants, l'UFM, est de piètre qualité. On accuse ces diplômés de ne rien connaître de la pédagogie et de ne pas avoir reçu en outre des notions en psychologie infantile. La cause est bien entendue, puisque l'on trouvera dans cette foule exigeante la présence d'enseignants en mal de valorisation. À la différence des nouveaux, ils ne manqueront pas de soigner leurs efforts personnels permettant de combler les lacunes du système. Il arrive alors qu'un professeur expérimenté remette directement en cause le collègue débutant en plein conseil de classe, devant l'équipe pédagogique et les élèves délégués. On remarque que la critique sur la formation supposée est d'autant plus facile qu'il n'est pas nécessaire d'assister à une seule minute de cours de ce nouvel enseignant. Il suffit de s'appuyer sur les nombreux témoignages des élèves qui ne manqueront pas une occasion de se détendre en utilisant notre absence de solidarité. C'est le cas de quelques enfants de professeurs ne demandant qu'à se rehausser sur le dos du néophyte. Il faut donc faire très attention à ne pas employer les mots incapable ou baratin, même si les élèves ne travaillent pas et qu'ils disent n'importe quoi. On reproche aux professeurs de ne pas être suffisamment à l'écoute, comme s'ils devaient remplacer les parents ou les assistants sociaux en voie de disparition. Était-ce vraiment le cas avant? On oublie encore volontiers la véritable mission d'un enseignant. Son métier est de présenter le programme à suivre dans sa spécialité à une assistance qui doit faire ses preuves et non l'inverse. L'attaquer sur son manque de psychologie n'a donc que peu de pertinence. Ces deux professions sont d'ailleurs a priori tout à fait complémentaires. Dans les bons collèges, les adolescents n'ont que très peu d'occasions de se relâcher, sacrifiant ainsi leur enfance. Ils auront tous de grandes chances d'obtenir leur diplôme désiré, et on pourra dire de leurs professeurs qu'ils sont doués d'une excellente pédagogie. Il ne restera plus qu'à ces jeunes traumatisés de prendre rendez-vous avec un psychologue. Les collégiens découvrent le tri par l'échec. Dès qu'un élève a compris une méthode ou un exercice, les professeurs lui en donnent d'autres plus compliqués jusqu'à atteindre son incapacité à trouver la réponse. Si par hasard il tombe sur un sujet qui l'intéresse, alors on passera vite à un nouveau chapitre. À croire que les maîtres le font exprès dans le but de brimer la classe ou d'empêcher les élèves de s'épanouir. Effectivement, à première vue, on peut l'imaginer, mais il est surtout impossible de sélectionner qui que ce soit sur des thèmes abordables ou captivants. Faire un choix dans une classe où il n'y a que des 20 sur 20 n'est pas très judicieux. Continuer à nier le véritable but des leçons est une insulte supplémentaire à tous ces enfants qui ne réussissent pas les tests. Dire à un élève que les mathématiques servent à calculer, c'est expliquer à un enfant en difficulté que non seulement il a une mauvaise note, mais qu'en plus, il est incapable d'apprendre à compter.
il serait honnête et sain de lui avouer qu'il n'a malheureusement pas reçu les examens de sélection et qu'il ne correspond pas encore aux critères recherchés. Au lieu d'assumer cette mise à l'écart, on le fait passer et on lui demande de se remettre au travail comme par magie. C'est pourquoi ces adolescents n'acceptent pas l'école. Une structure censée les aider et les prendre en charge, mais qui ne fait rien d'autre que les abandonner sur la chaussée dès que les passants ont le dos tourné. En dépit des images d'allégresse volontairement naïves et affriolantes des campus universitaires, la période étudiante est sans doute l'étape de la vie la plus dure. Ils sont contraints de participer à une compétition terriblement féroce et ce sont les seuls à continuer de réviser le week-end ou pendant les vacances. La sélection est drastique et l'apparente facilité de certains établissements ne sert qu'à réduire le nombre de candidats potentiels. Laisser croire à des élèves à la traîne qui peuvent faire ce qu'ils veulent est un jeu particulièrement malsain et cruel, tant le pourcentage d'enfants piégés est énorme, frôlant les 100%. La vérité est que l'on ne tape plus sur les mauvais élèves non pas pour des raisons de dignité humaine, mais parce que personne n'a de temps à leur consacrer. On demande aux professeurs d'être plus à l'écoute des élèves, de refaire plusieurs fois le même exercice, de ne pas trop les réprimander, de ne pas les frustrer, etc. Pendant ce temps, d'autres enfants du même âge effectuent toutes les tâches exigées, et souvent plus, sans broncher ni même poser des questions. C'est d'ailleurs le but de cette sélection. Les études ne garderont que les candidats les plus sérieux et les plus serviables, ceux en qui un patron accordera effectivement sa confiance, et tant pis si l'égalité des chances n'est pas respectée. Un élève obtiendra son diplôme libérateur que s'il prouve sa grande capacité d'abnégation. On ne réussit vraiment la sélection que lorsqu'on est dos au mur. Entre le travail et le loisir, il n'y a pas de choix. Par exemple, si un universitaire se dit qu'il tente de devenir médecin et qu'au pire il sera infirmier, alors la plupart du temps, il deviendra infirmier. Le but à gravir ne peut supporter l'hésitation, car seule une poignée d'élus, parmi tous ces rêveurs, l'atteindra. Dans les collèges difficiles, les professeurs peuvent aider les élèves à prendre conscience de l'importance des études, à défaut de les obliger à travailler puisqu'ils n'en ont aucun moyen. Il s'agit alors pour les collégiens de 12 ans de comprendre qu'ils doivent produire des efforts quotidiens afin de garantir leur chance de succès dans 10 ans. La tentative est évidemment désespérée, mais tout de même louable, puisqu'ils n'auront pour la plupart plus d'autre occasion de réaliser les enjeux qui passent et qu'il sera bientôt trop tard pour établir leur trajectoire. Ils ressortent de la classe à chaque fois convaincus et bien décidés à placer tous les atouts de leur côté. Le problème est en dehors de la salle. Malgré leur bonne volonté, ouvrir leur cours le soir et venir bien préparer le lendemain est une toute autre histoire quand rien de concret ne les pousse à travailler. On a tous besoin de signes immédiats. Sinon, la solution de facilité l'empruntera toujours sur des contraintes, n'engageant qu'un futur abstrait. Demander à un professeur d'aider un élève à apprendre ses leçons sans utiliser de sanctions a les mêmes résultats qu'un gendarme face à un chauffard qui n'aurait le droit que de le sermonner. Le taux de persuasion reste évidemment proche de zéro. Mais ce n'est pas le plus grave. On assiste au fil des mois à l'effet inverse. Les élèves les plus matures rejoignent progressivement leurs camarades en échec scolaire. Et même si quelques-uns ne chutent pas totalement, ils subiront une force irrésistible vers le bas. En effet, pourquoi continuer à fournir des efforts alors que tout le monde s'amuse? Dans beaucoup de classes, les travailleurs sont tellement isolés qu'ils passent pour de véritables traîtres. Sachant que leurs enseignants ont déjà les plus grandes difficultés à se protéger eux-mêmes, personne ne pourra les défendre et leur situation deviendra vite insoutenable. Une année, je pouvais compter sur 7 élèves qui, en dépit du reste de la classe, continuaient à travailler. Malgré les attaques de leurs camarades, qui n'hésitaient pas à se lever pour les bousculer et faire tomber leurs livres sous mes yeux, ils montraient une véritable résistance face à la mauvaise ambiance générale. Ne trouvant pas de solution pour les aider, je pris la décision de les emmener directement dans le bureau du chef d'établissement. Ce fut une grave erreur. Ce dernier ne pouvait strictement rien faire non plus pour eux. Il leur a même rétorqué, un courageux, « C'est à vous de raisonner vos camarades perturbateurs. Quand un élève est seul à manquer de respect, il est renvoyé. Par contre, quand ils sont plusieurs, on oublie tout. » La qualité d'un collège, comme beaucoup le savent, ne vient pas de l'enseignement. Ce sont les élèves avant tout qui déterminent la catégorie de l'établissement. Quand on est face à une classe sérieuse, que l'on propose des exercices confus ou non, la concentration reste bien présente et les efforts concédés ne font que pousser la classe entière vers l'échelon supérieur. Tous les parents, qui placent à coups de stratégie et d'astuces leurs enfants dans les meilleurs collèges publics et qui sont prêts à payer pour les envoyer dans des écoles privées, ont parfaitement intégré cette propriété. La scolarité française possède deux vitesses radicalement opposées.
D'un côté, on a les collèges où on travaille, car les enfants n'ont pas le choix et sont encadrés dans ce sens. De l'autre, les élèves sont libérés de toute obligation et apprennent à se débrouiller seuls, à détourner les règlements ou encore à falsifier les documents. Entre ces deux paliers, l'ascenseur social demeure incurablement en panne. Reste à savoir dans quelle catégorie on se trouve. Il n'y a que les parents des bons collèges qui savent que c'est un bon collège. Les autres se font abuser leur confiance et ne cherchent pas plus loin. Certains se voilent la face, tant il est pénible de reconnaître son manque de lucidité et d'être considérés comme de mauvais parents. En dépit des pourcentages sur l'absentéisme et des résultats au brevet commandés à l'avance, les indices d'un collège piégeant les élèves ne manquent pas et apparaissent de façon visible aux premiers parents inquiets. On peut affirmer que s'il ne s'en aperçoit pas, c'est qu'il est tombé naturellement dans le collège adéquat et que la sélection est déjà bien avancée. En fait, les chiffres officiels existent essentiellement pour rassurer les parents des autres établissements en apportant la bonne conscience à tous, un peu comme les cellules psychologiques après un attentat terroriste. En effet, comme beaucoup de parents ne viennent même pas se renseigner sur les difficultés d'apprentissage de leurs propres enfants, on les imagine mal s'être penchés sur la qualité du collège qui a été prescrit. Pourtant, les différences entre les deux sortes d'établissements sautent aux yeux. Dégager des obligations scolaires qui incombent normalement aux enfants de leur âge, la cour et les abords des bâtiments ressemblent à la Floride en période de spring break. Avec le passage sans mérite, les élèves recherchent des titres de gloire ailleurs. Ils se tournent alors vers d'autres centres d'intérêt, comme le racket, le sexe et même le trafic de drogue. Du haut de leurs 13 ans, ils essaient tant bien que mal de se construire une identité basique d'adulte, où les hommes ont des gros bras et les femmes des mini-jupes, parce qu'ils ont cessé d'être considérés comme des enfants par la population majeure. Outre les cartables réduits d'un coup de baguette magique à des pochettes, on croise à l'entrée de l'établissement des élèves fumant leurs cigarettes du matin et d'autres s'en allant gaiement dans le sens opposé. Dans la cour, les filles de 6e, le ventre à l'air, même quand le temps se rafraîchit, flirtent avec les caïds de 3e en lunettes de soleil. Les amoureux sont collés l'un à l'autre avec en prime la main aux fesses à la vue de tous. On rajoute à cela de la musique gracieusement offerte par les lecteurs portables et on obtient une belle ambiance de discothèque en plein air. Que reste-t-il du collège ? Pas grand-chose justement, à part des sonneries toutes les heures et des élèves qui font la queue pour justifier leur absence et qui seront donc en retard pour le début du cours. Il faut être aveugle pour ne pas remarquer toutes ces aberrations. Mais beaucoup de parents ne savent plus quoi faire tant leur situation semble désespérée. Changer leur petit établissement ? Il faut déjà trouver les combines. Et dans quel but ? Leur enfant a-t-il la volonté de suivre un cours dans une classe normale ? C'est malheureusement la bonne question. Les enseignants rencontrent fréquemment des familles désemparées qui, eux au moins, ont le courage de le reconnaître. Devant les écarts de conduite et les mauvais résultats du petit dernier, ils ne trouvent plus de solution. Certains parents sollicitent même une intervention spéciale de l'institution. Allez-y, faites ce que vous avez à faire, moi je n'y arrive plus. Aussi sincèrement désolé qu'il soit, le professeur ne peut strictement rien faire de plus. Surtout pas avec ses 4 heures par semaine et la centaine d'autres élèves qu'il a en charge. Cette recommandation éloquente suggère qu'il existe des moyens extrafamiliaux de remettre l'enfant sur le droit chemin, comme peut-être les légendaires camps de redressement. Elle sous-entend aussi que les parents protégeaient l'enfant jusqu'à présent. Or, son comportement est devenu trop impossible pour qu'ils puissent continuer à le défendre. Mais de quoi au juste ? En procédant par élimination, il ne reste plus que les professeurs. On devine alors ce que doivent penser tous les autres parents qui ne viennent même pas les voir. Avoir son enfant dans un établissement mal fréquenté autorise l'excuse plus que justifier des mauvaises notes, en renvoyant la faute sur l'influence de ses camarades indisciplinés. Pour peu qu'il ne se laisse pas complètement aller, un élève médiocre se transformera en un bon élément du collège. D'ailleurs, cet enfant a d'ores et déjà l'assurance de passer toutes les classes supérieures, ce qui représente un cadeau inespéré pour toute sa famille. Reste à lui expliquer pourquoi il n'obtiendra pas de travail décent plus tard. On imagine très mal des parents admettant qu'ils ont laissé leur enfant dans un bahut de seconde zone. Ils remettent alors toute la responsabilité sur le dos des professeurs. Comme les élèves initialement ne les apprécient pas, et qu'on les voit le moins souvent possible, cette échappatoire un peu grossière sera gobée sans problème. Ah bon sang, ces satanés professeurs, si seulement ils avaient fait leur boulot, nous qui leur faisions confiance, etc. Tous les blâmes imaginables peuvent être jetés à la figure de l'enseignant, sans aucune retenue. Sa parole seule ne suffit pas non plus pour prouver son intégrité. Les élèves ne travaillent plus, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'ils ne s'ennuient pas trop en cours. Dernière précaution, il n'est même plus maître de sa salle, puisque l'enseignant est tenu d'accepter tous ses élèves quoi qu'il arrive. Et pour cause, il est évident que si on lui octroyait ce droit,
la moitié de la classe se retrouverait avec grand plaisir dans la cour. Mais on oublie que l'autre moitié pourrait ainsi progresser. Visiblement, ce gâchis déplorable indigne moins de monde. Dans les collèges où l'on s'efforce chaque année de gagner son passage, les conseillers principaux d'éducation, CPE, restent inconnus pour la majorité des élèves qui sont déjà bien angoissés à l'idée de se faire repérer au cours d'une interrogation surprise. Ils viennent au tableau, la peur au ventre, et la moindre punition sera vécue comme un échec risquant d'être fatal, c'est-à-dire refaire une année. Dans les autres, les enfants sont libérés de toutes ces contraintes traumatisantes. Et les CPE convoquent les écoliers pendant les cours ou interviennent directement en classe. Il est franchement difficile de ne pas les connaître. Ces deux établissements sont diamétralement opposés. Ici, les élèves refusent de se déplacer, préfèrent avoir un zéro plutôt que de remettre un quelconque travail, et ne se cachent pas pour rire quand ils sont incapables de répondre. Aussitôt la fin du cours, les plus pénibles se précipitent même au bureau du conseiller pour se plaindre de l'attitude outrageante du professeur avant que ce dernier ne rende son rapport. On falsifie la vérité car les parents se méprennent facilement. Aucun ne semble choqué qu'on leur demande leur avis sur le passage de leur enfant. Personne ne décline cette responsabilité lourde de conséquences et qui normalement ne devrait pas leur incomber. Demande-t-on le consentement familial pour la titularisation du permis de conduire ? La réussite scolaire étant une affaire entièrement personnelle, un enfant doué ne le sera jamais grâce à ses professeurs, et ce de façon fort logique. Il est par contre tout à fait curieux que lorsque ces résultats deviennent mauvais, alors la faute est reprochée aux enseignants. Éduquer est une profession ingrate, où la critique s'interpose commodément. Les enseignants n'aident pas les élèves à choisir les meilleurs produits ou à se soigner, mais justement à passer des examens préparés et corrigés par l'école, dans le but vital qu'ils puissent prouver leurs aptitudes. Personne ne leur enseignera la méthode pour devenir un jour président de la République. L'intérêt des bonnes notes réside dans la démonstration que le détenteur est un futur bon employé à qui on peut accorder sa confiance. Il ne dépendra qu'à lui, comme toujours, de parcourir ou non le reste du chemin. Les gens montrent en général une méfiance instinctive envers les professeurs. La plupart estiment qu'ils ne font pas grand-chose, qu'ils demeurent impunis, n'ayant pas de chef direct. De plus, à entendre certains, ce sont des incapables qui en grande partie haïssent les enfants. Quand on annonce que de nombreux enseignants souffrent de dépression, ils ne dissimulent pas alors leur surprise en remarquant « Quoi ? À cause de petits enfants ?» D'où vient cette impression qu'un professeur est forcément différent ou anormal ? Cela provient sans doute des souvenirs pénibles des études et du bachotage. Il est ainsi courant et fort dommageable d'encourager les enfants à détester eux aussi l'école. Chaque année, durant Roland-Garros, les présentateurs ne cachent pas leur admiration pour tous ces élèves qui préfèrent sécher les cours plutôt que de louper un match de tennis. La publicité ou le cinéma exploitent aussi régulièrement l'image fédératrice du professeur inquisiteur et destructeur de rêves, ce qui à coup sûr ne manquera pas de rassembler un maximum de personnes. Cette suspicion de la société est bien ancrée car certains enseignants le pensent également. Elle leur procure un court moment de fierté quand parmi eux, un professeur finit par craquer. Ils se disent alors « Je savais bien qu'il n'avait pas la vocation ». Face à ces mythes, il est bon de rappeler quelques vérités. Les professeurs font effectivement peu d'heures, mais 4 devant une trentaine d'élèves à surveiller de manière intense sont au moins aussi éprouvantes que 8 devant un ordinateur ou durant une réunion. Contrairement à un congé maladie classique, où seule une poignée de collègues se rendra compte de cette absence, un professeur a lui plus d'une centaine d'élèves. Tout le quartier sera donc vite au courant de son cas, et la rumeur pourra tourner en boucle. Quant à ceux qui blâment l'enseignant de paraître antipathique, il est regrettable d'avoir à préciser qu'entre le travail et le loisir, il n'y a pas de choix. L'avis de passage étant laissé aux soins des parents, à quoi servent alors les professeurs ? Doit-on continuer à les respecter quand ils n'ont plus de responsabilité ? Pour certains, ma parole vaut moins que celle d'un passant. Lorsque j'ai présenté les graffitis qu'un enfant faisait en plein cours, une mère m'a même signalé que rien ne prouve que c'est bien son dessin. Tout est permis pour aboutir à cette conclusion imparable. Le prof doit se remettre en cause. Il doit faire attention à son comportement, ses mots, et se contrôler. Bref, c'est lui l'enfant à qui il faut donner des limites et noter. Plus on se défend, plus on passe pour un illuminé qui ne se rend même pas compte de la situation. Entendre les arguments de l'accusé n'est d'ailleurs pas le but de cette plaidoirie. Il s'agit pour ses parents de montrer à son enfant qu'ils prennent le dessus sur le professeur. Les modèles tels que les sportifs ou les chanteurs attirent une immense sympathie. Non pas à cause de l'apparente facilité, car chacun sait que le sommet est exceptionnellement difficile à atteindre,
mais surtout parce que ces héros ont prouvé que l'école n'était pas la seule sélection possible. L'espoir est donc autorisé et une mauvaise note n'entraîne pas forcément son inaptitude. Dans les études, chacun a intérêt à ce que l'enfant ait les meilleurs résultats possibles. Essayer de démontrer l'inverse en supposant qu'un professeur barre la route de son élève relève donc d'une mauvaise foi incohérente. On a pris l'habitude de leur prêter des pouvoirs maléfiques, comme celui de terroriser les enfants au point que ces derniers n'arrivent plus à travailler. En réalité, le professeur a autant d'autorité qu'un arbitre avec un sifflet que personne n'écoute. L'absence de sanction entraîne l'annihilation du pouvoir et fatalement celui du respect. L'élève peut-il respecter quelqu'un qui ne l'est pas par les adultes? Les enfants s'amusent de notre manque de cohésion. D'habitude, on leur dit ce qu'ils ont à faire, mais pour une fois, une occasion de se sentir supérieur aux adultes leur est offerte, au prix, il est vrai, de leur avenir. Par exemple, ils peuvent expliquer que les pages du cahier restent blanches parce qu'il n'y a tout simplement rien à écrire. C'est particulièrement grotesque, mais il est encore plus incroyable que ce mensonge puisse fonctionner. Les enfants, au-delà du plaisir de se payer la tête de leur professeur, recherchent avant tout l'attention de leur famille. Ils sont prêts à raconter ce qu'elle veut, en occupant tant bien que mal le terrain. La moindre erreur du professeur est exploitée, car cela arrange tout le monde. Le malheureux qui attrape un élève par les poignets aura toutes les chances d'être convoqué dans le bureau du principal pour une explication en détail. Il s'en tirera avec un avertissement et l'élève des excuses. Idem lorsqu'un parent surgit en plein cours, visiblement en état d'ébriété. Celui-ci le menace devant toute la classe, mais on retiendra que l'enseignant outrepasse ses droits en affirmant que c'est un père alcoolique. Il devra donc se calmer en respectant son prochain, et on lui rappellera aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les professeurs ne sont pas des psychologues, mais on leur reproche en permanence. Pourtant, un bon niveau en mathématiques devrait être suffisant pour expliquer des exercices. Mais pour échapper à la noyade, les rares fautes sont exagérées pour expliquer tous les problèmes. Les professeurs sous surveillance ne sont pas respectés. Mais les enfants complètement libres le sont-ils? Leur offrons-nous l'estime que chaque enfant mérite? Qui est le plus violent, le délinquant ou le système qui l'a créé? Les professeurs ont perdu leur autorité. Ils tentent de limiter leurs responsabilités en affirmant qu'ils ne peuvent rien faire par manque de moyens. Ah bon? Ils n'osent pas parler sincèrement. En effet, ne pas réussir à effectuer son travail depuis tant d'années est certainement difficile à assumer. À partir du moment où l'on travaille avec des enfants, on est forcément sous les projecteurs de la sensibilité publique. Les professeurs seront donc toujours en première ligne et ne pourront pas échapper au sentiment extérieur d'un scandaleux laxisme. Quand la police arrête un délinquant illettré, alors qu'il est censé avoir effectué 4 ans au collège, personne ne pense à blâmer les parents ou la politique du gouvernement. L'accusation est cette fois-ci légitime puisque le silence des enseignants les ont rendus coupables. Ce type d'établissement attire tous les parents vraiment étourdis ou atteints du syndrome anti-école. Les professeurs eux-mêmes n'y mettent pas leurs enfants, ou alors en surveillant de très près chaque détail, y compris les collègues. Les enseignants ont intérêt à ne pas témoigner, car celui qui apporte la mauvaise nouvelle devient alors le problème. De toute façon, il pourra toujours raconter ce qu'il veut, les chiffres officiels viendront toujours le contredire. En fait, tant qu'il n'est pas victime d'agression physique, il n'y a officiellement pas de souci majeur, et encore, il vaudrait mieux pour lui qu'il n'ait pas eu l'idée de se défendre. Le professeur exigeant reste bien seul et doit se préparer à d'éventuelles vengeances personnelles, comme des pneus crevés ou des vitres explosées. Les élèves apprennent à ne pas travailler et critiquer le maître pour se mettre en valeur. Les meilleurs prouvent qu'ils sont capables de rester décontractés en ayant des bonnes notes de façon aisée. Se moquer du professeur avec les autres ne sert pas juste à rigoler. Ils sont obligés de prendre parti pour les cancres tout en montrant des résultats corrects à la famille. C'est une question de simple survie, car les professeurs eux-mêmes sont en danger. Durant le conseil de classe, les délégués peuvent le mettre directement en cause. Certains élèves veulent changer de professeur. Et on se demande si cette réunion est censée évaluer les enfants ou l'inverse. Le procès classique est d'accuser le professeur non pas de laxisme, mais au contraire d'en expliquer de trop, rendant par sa faute le cours trop difficile à suivre. Sans rire, une réunion de parents d'élèves m'a reproché de me faire comprendre que par les premiers de la classe. Autrement dit, uniquement ceux qui travaillent. J'avais beau défendre que mon rôle reste avant tout de tirer les élèves vers le haut, ces parents avaient décrété que je devais m'adapter à la majorité de la classe et donc oublier les plus doués. Je n'aurais eu aucun souci si seulement j'avais proposé des jeux en laissant les enfants bavarder autant qu'ils le veulent. Il aurait suffi de donner la moyenne à tout le monde. Au lieu de cela, les élèves de 5e ne sont pas contents car je suis beaucoup trop exigeant.
et une réunion doit être organisée pour me rappeler à l'ordre. Les petits plaignants trouvent toujours une écoute car des parents en profitent pour se démarquer des professeurs. Évidemment, les élèves qui vont me défendre parce qu'ils travaillent bien ou qu'ils ont l'impression de progresser ne se bousculent pas. Pas facile de faire face à ses camarades et encore moins à leurs parents, pour prendre parti de celui qui donne d'habitude des leçons et relève les défauts. Pourtant, certains ont fait preuve d'un immense courage. 2 élèves résistent et viennent apporter leur témoignage. L'un prend même plusieurs fois la parole devant cette assemblée d'une vingtaine d'adultes, car il veut croire à un malentendu. Affirmer qu'il aime bien mon cours et que les camarades qui se plaignent de ma sévérité n'ont pas compris la situation devrait rassurer n'importe quel parent inquiet. Malheureusement pour lui, il n'était pas venu pour entendre une autre version que celle qui pouvait être écrite dans une lettre anonyme. Son témoignage a été vite rangé dans l'exception qui confirme la règle. Ces élèves impressionnent par leur maturité. On sait heureusement qu'ils réussiront partout. Ils étaient venus pensant bien faire, car ils sont les premiers concernés en définitive. Mais leur parole, au mieux, a fait sourire, au pire, agacer. Sachant que ces mêmes parents me reprochaient de ne pas être suffisamment à l'écoute des jeunes, cela peut prêter à rien, si ce n'était pas aussi grave. D'après eux, je terrorisais leurs enfants. Si seulement ils étaient venus une fois en cours, ils auraient pu voir toutes les insultes et l'ambiance de la classe qui respire beaucoup trop la joie et la bonne humeur pour pouvoir travailler correctement. Le professeur perfectionniste finit par se sentir ridicule à force de réclamer l'attention des élèves en permanence, alors que tout est si facile autour d'eux. Mais depuis quand être exigeant est-il devenu un défaut pour un professeur ? C'est bien beau de vouloir donner la parole aux enfants, mais cela devient un crime d'utiliser leur insouciance pour les piéger. Le discours du professeur est volontairement baissé au niveau de l'élève pour légitimer le manque d'encadrement. Puisqu'ils sont si matures, ils n'ont pas besoin de chef. Certains CPE mènent de véritables contre-enquêtes et n'hésitent pas à prévenir le professeur « Je dois vérifier ton rapport », ce qui retardera d'autant l'éventuelle sanction inefficace. Bref, les enseignants servent en premier lieu de soupape. Le véritable dialogue serait d'abord de le reconnaître. Donner des exercices adaptés, faciles à comprendre, ne résoudrait en rien la nécessité de trier les élèves. La création de la calculatrice, par exemple, n'a pas permis qu'il y ait plus de fils d'ouvriers atteignant le diplôme d'ingénieur, mais seulement que le niveau exigé soit supérieur. Les enfants ne demandent pas qu'on embellisse la réalité. Ils la connaîtront tôt ou tard. Ils ont besoin de pouvoir faire confiance aux adultes qui sont censés les guider vers la vérité, non pas vers un monde virtuel comme les parcs d'attractions. Et si un jour, grâce à des logiciels perfectionnés, on arrive par miracle à faire aimer les maths, alors on sera obligé de trouver une nouvelle matière non attractive, car trop d'élèves réussiront alors les tests, enrayant de la sorte leur possible distinction. Pour chacun d'entre nous, l'affectif est important, mais le rôle de l'enseignant n'est justement pas de séduire. Si un professeur emmenait sa classe voir le dernier film d'action américain, on ne manquerait pas de l'accuser, à juste titre, d'être de complaisance avec ses élèves. Sa mission est au contraire de les orienter vers des domaines peu habituels, comme le musée ou le théâtre. Comment s'étonner alors qu'ils ne soient pas appréciés ou suivis ? Moi-même, en tant qu'élève, je réalisais que j'étais de mauvaise foi sans en connaître pour autant les raisons. Quand j'avais des exercices amusants ou sympas et bien préparés par le professeur, allais-je le crier partout. Cela aurait pu légitimer cette corvée quotidienne qui se nomme l'école, alors que l'on se sent tellement mieux en vacances. Doit-on reprocher à un adulte certifié son manque de charisme ? Peut-il s'adapter à 30 élèves à la fois ? Et à partir du moment où la première accusation est lancée, sera-t-il possible d'enseigner quoi que ce soit aux enfants ? On dit souvent que professeur est le plus beau métier du monde, mais on leur fait bien payer cette qualification. Le nombre de professeurs agressés ne cesse d'augmenter. On leur reproche tout et son contraire, car le véritable problème n'est pas là. Que va-t-on faire de ces enfants ? Le professeur a l'interdiction de recadrer ses élèves en perte de repère, tandis que d'autres enfants accomplissent de longues études en étant pressurisés de façon permanente. Même en classe préparatoire, les efforts ne sont consentis que sous la contrainte. Bien que ce soit leur propre choix personnel, ils ne travailleront pas s'ils ne se sentent pas obligés de le faire. Plus le professeur est sympathique et compatissant, moins les élèves vont préparer leur épreuve. Ils ont besoin avant tout d'un coach, car les études requièrent une implication totale. Comme pour l'écologie ou le code de la route,
Expliquer toutes les conséquences possibles est toujours très instructif, mais le système le plus efficace reste sans aucun doute celui de la sanction. La prévention seule n'a malheureusement qu'une portée fort réduite. L'idée du long terme est une notion difficile à appliquer quotidiennement, et encore plus pour des jeunes. On a besoin de se rendre compte tous les jours de nos efforts. Si cela ne se voit que dans 10 ans, alors la réponse sera le plus souvent « on verra bien ». Tous les enfants ont droit à la vérité. C'est la seule manière de prouver une affection sincère. Reconnaître que tout le monde n'aura pas une place dorée n'est pas aisé, mais ce serait nettement plus salutaire que de continuer à leur faire croire le contraire. On les piège définitivement dans le seul but de gagner du temps. Deux mondes se côtoient. D'un côté, ceux qui ne travaillent pas, quittent la salle en plein cours et ne préparent pas leur avenir. De l'autre, des élèves qui s'acharnent dans leurs tâches, quitte à renoncer à leur jeunesse, mais qui obtiennent en échange les meilleures garanties de réussite. Il arrive même que leurs parents prennent eux aussi des cours, pour pouvoir leur répéter ensuite au moment des vacances. Heureusement qu'il n'y a pas encore de produits dopants. De nouveaux centres de soutien scolaire privés s'installent à la porte de certains collèges, car ils sont sûrs d'y attirer une clientèle rentable. Alors que dans d'autres établissements, l'État a beau proposer des cours de soutien gratuits, il ne trouve personne. Un enfant qui n'obtiendrait pas son diplôme est considéré automatiquement comme un idiot. On pourrait pourtant lui dire qu'il n'a simplement pas réussi les tests sélectifs, qui n'évaluent pas forcément les capacités d'intelligence, mais plutôt celles de confiance. Il est dur pour un élève de dire qu'il aime l'école. Personne n'apprécie d'être contrôlé en permanence, surtout si les résultats ne sont pas à la hauteur. Arrêtons d'être surpris qu'un enfant déteste un enseignant, et remercions-le plutôt pour cette mission ingrate. Le passage pourrait être effectivement accordé à tous, mais avec des heures supplémentaires obligatoires, qui seraient transférées des bons élèves vers ceux qui en ont besoin. Il n'y aurait donc pas de redoublement non plus, et les enfants suivraient un niveau en fonction de leur âge uniquement. En revanche, les cours complémentaires permettraient de donner aux élèves méritants une récompense, et les autres perdraient leur complexe de supériorité tout en s'efforçant de rattraper leur retard et de gagner du temps libre. Actuellement, c'est tout l'inverse. Les bons travaillent encore davantage et les mauvais s'amusent. Même s'ils se marrent la plupart du temps, ces élèves gardent une mine des plus tristes dès qu'ils se retrouvent seuls car intérieurement, ils sont très angoissés. Sans comprendre nécessairement les causes, ils se rendent naturellement compte d'une grosse défaillance. Si l'un d'eux trouve finalement l'envie de réussir, il sera trop tard. Piégé depuis tant d'années, il aura toutes les peines du monde à se mettre au travail, alors qu'il devrait théoriquement faire preuve de 2 fois plus d'efforts que les autres pour combler ses lacunes. Ce n'est pas impossible, mais c'est évidemment plus dur quand on a connu le goût de la facilité. Collectivement, nous avons aussi besoin d'une vraie sélection avec une réelle motivation. Trop d'étudiants se retrouvent en filière d'excellence sans savoir pourquoi et n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, à force de suivre les instructions en permanence. Le problème de la prise en charge de ces adolescents continue de s'étendre. Le tri inévitable est remis à plus tard quand on ne sait pas quoi faire de ces jeunes. Comme seuls les diplômés s'en sortent, on les garde au collège en espérant qu'ils ne fassent pas trop de bêtises jusqu'à leurs 16 ans. Ensuite, ce sera au tour de la justice de s'en occuper. On ne veut pas être accusé de les laisser tomber. Alors on fait bien pire, en les piégeant le plus tôt possible. Le baccalauréat n'a déjà plus de valeur. Il donne tout juste le droit de continuer la sélection qui a été repoussée pour après, laissant encore moins de chance à tous ces élèves qui ne travaillent plus depuis des années. Les explosions de joie comme après une victoire sportive, le jour des résultats du bac, sont autant d'exemples qui montrent que cela tient plus de la chance que d'une certification digne de confiance. On ne peut que remarquer la différence avec les concours difficiles, comme ceux des grandes écoles, où on ne voit jamais ce genre de manifestation effervescente, car le lauréat sait qu'il avait évidemment bien travaillé, et n'esquisse qu'un grand sourire de soulagement. Contrairement au lycéen jovial, peu de personnes évoquent tous ces étudiants minés qui tombent de leur nuage quand ils redoublent en masse dès la première année de faculté, ou qu'ils finissent par abandonner d'eux-mêmes les études en cours de route. Jean-Robert Pitt, président de la Sorbonne, relate dans son livre le moyen que son université a trouvé pour décourager les moins performants. Je cite : « Nous n'avons pas le droit de sélectionner, mais il existe à la Paris-Sorbonne 2 dispositifs qui permettent de dissuader les étudiants les plus faibles, et ce dans 2 disciplines qui imposent de maîtriser des compétences qui ne s'improvisent pas. D'une part, les langues étrangères appliquées. Il faut parler 2 langues vivantes à un très bon niveau. D'autre part, la musicologie. Il faut un bon niveau de solfège et la maîtrise d'un instrument. Nous faisons donc passer des tests aux futurs candidats. S'ils échouent, ils peuvent persister à s'inscrire
C'est la raison pour laquelle la procédure est légale, il ne s'agit pas d'une sélection. Mais confronté à la réalité des exigences de ces filières, la plupart de ceux qui échouent au test n'insistent pas. Dès qu'ils ont le choix, les recruteurs préfèrent embaucher les détenteurs d'un bac+2, non pas par simple luxe, mais surtout parce qu'un jeune qui n'a pas le bac est plutôt considéré comme un fumiste qui n'a pas eu la volonté d'aller plus loin. Malheureusement pour lui, beaucoup trop de personnes obtiennent ce diplôme, y compris ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'efforts et qui font malgré tout beaucoup de bruit. Arrêtons de faire semblant de croire à une école de l'apprentissage et regardons en face sa véritable fonction de tri sélectif qu'il faudra de toute façon accomplir. L'école veut se décharger, mais ce n'est pas à la famille d'évaluer son enfant. Les professeurs se rendent complices par leur silence et ils auront du mal à cacher ce malaise quand ils ne mettent pas leurs propres enfants dans le lieu où ils travaillent. Les parents et les enseignants se renvoient la responsabilité de l'échec, causant de nombreuses destructions inutiles et une perte énorme de temps et d'énergie. Il est impératif de reconnaître qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde et que c'est la société entière qui n'apporte pas de solution à sa prochaine génération. Par démagogie, celle-ci préfère dénoncer la seule responsabilité des enseignants. Or, avec le fossé béant qui sépare les différents collèges, on ne peut que constater que nous sommes loin du rêve accordant l'égalité des chances à tous les élèves. Face à la dégradation rapide de nos institutions, il devient urgent de répartir les élèves difficiles au lieu de les concentrer et de faire preuve de plus d'honnêteté que de suspicion. La catégorie sociale non qualifiée fait confiance à l'école et du coup, leurs enfants n'ont aucune chance. Personne ne viendra les aider en risquant de perdre une place pour les siens. Personne ne viendra dire à ses enfants comment réussir car chacun a ses problèmes et garde ses solutions. Finalement, ceux-ci ne chercheront même plus à réussir, démontrant l'impitoyable efficacité de ce système fermant ses portes. Passage qui ne veut rien dire, brevet qui ne prouve rien. À cause de cette hypocrisie, on est en droit de se demander à quoi servent les profs. À juste titre, on les pointe du doigt à chaque adolescent analphabète, tels des médecins qui n'auraient pas diagnostiqué leurs patients et ont fermé les yeux. Ils ont trahi la confiance qui leur a été jadis accordée. Face à leur bilan plus que décevant, l'opinion devient plus méfiante. Ils sont payés pourquoi ? La réponse fait froid dans le dos, mais il faut savoir ce que l'on veut. Si c'est la vérité, alors il faut assumer que l'on n'aide pas tous les enfants. Si c'est pour continuer à faire semblant, alors c'est incontestablement un vrai gaspillage d'argent public. Autant embaucher des animateurs à la place des enseignants certifiés, car personne ne peut vraiment apprendre dans ces conditions. Le collège de deuxième catégorie est une mascarade et tient plus du gardiennage que d'une entrée dans les études. Pour donner des activités ludiques et des exercices faciles, il n'y a effectivement pas besoin de payer des professionnels hautement qualifiés. Ici, tout n'est qu'illusion. Les parents font semblant de s'intéresser au futur de leurs enfants, qui à leur tour font semblant d'être de bons élèves. Les professeurs, eux, font semblant de mériter leur salaire. Puis l'administration camoufle tout sous des tonnes de promesses gratuites. Il n'y a en fait rien d'étonnant à ce que le coût de notre grande éducation nationale soit parmi les plus élevés d'Europe, avec des résultats en dessous de la moyenne de l'OCDE. Au final, on paye très cher pour simplement garder des enfants à l'école, sans qu'ils soient tenus d'y apprendre quoi que ce soit. C'est le prix ruineux du mensonge, préservant une paix sociale avant 16 ans.